Romancier, novelliste et essayiste, grand spécialiste des problèmes de stratégie et de défense, biographe des généraux Guillaume-Henri Dufour, Antoine-Henri de Jomini et Henri Guisan. Il est né en 1938 à Gaillard, en Haute-Savoie, jurassien d'origine, études à Lausanne avant d'enseigner à Genève et en Tunisie, puis de devenir maître de recherche au sein de l'Institut de stratégie comparée de Paris, après avoir vécu à Kyrenia, dans la partie occupée de Chypre. Ah oui. Parmi ses nombreux ouvrages, un livre sur l'histoire de la neutralité et sur la pensée militaire prussienne, qui sera, avec l'affaire de Neuchâtel, l'objet de ses interventions de cet après-midi. Prix Michel Dantan en 2001 pour La nuit tombe du regard, un regard complexe basé sur des faits historiques, rendant visible la pulsion guerrière de l'homme. On y est. Jean-Jacques est le chef de file de la commission historique des salons généraux Dufour. C'est lui qui, il y a maintenant 15 ans, a appuyé cette idée de pouvoir, autour de notre association, dépoussiérer Dufour. C'est donc un ami indéfectible que je vous propose de retrouver en visioconférence maintenant depuis son village de où? Tu es où, Jean-Jacques? Oh, je suis en Basse-Autriche, dans un minuscule village nommé Leuwein. Ok. C'est Voilà, il y a 250 C'est habitants. connu. Ok, bon, on te passe la parole, Jean-Jacques. Bien, je salue tous les présents qui se trouvent dans la lointaine, relativement lointaine Genevois, et je vais diviser ma présentation en deux parties. Marc m'a demandé de parler de la pensée militaire prussienne, d'une part, et d'autre part, des aspects militaires de l'affaire de Neuchâtel. Je vais donc commencer par la pensée militaire prussienne, en vous prévenant qu'il s'agit là d'un champ énorme, immense, très vaste, qu'il ne sera pas possible de traiter exhaustivement en 40-45 minutes. Mais je vais m'efforcer de donner les grandes structures et de bien clarifier ce qu'est cette pensée militaire prussienne, ce qui va d'ailleurs nous aider ensuite pour la compréhension des aspects militaires de l'affaire de Neuchâtel. Disons que la pensée militaire prussienne commence avec celui qu'on a appelé le grand roi, c'est-à-dire Frédéric II de Prusse, qui va obtenir de son père un héritage, son père nommé le roi soldat, qui n'a jamais fait la guerre, mais qui avait la passion des uniformes et des armées, et qui a développé une armée modèle, une armée mécanique, une armée parfaite, dont le fils va hériter, et jeune, bouillant, ardent, il a 25 ans au moment de sa montée sur le trône, il va se dire, bien cette armée, il faut en faire quelque chose, et il va attaquer la Silésie, qui appartient à l'Autriche, ce qui va précipiter l'Europe dans deux guerres de Silésie, puis une guerre de 7 ans, dont on a dit avec raison qu'elle était la première guerre mondiale, puisqu'elle s'est déroulée aussi bien en Europe que sur le continent américain qu'aux Indes. Et ce jeune roi Frédéric va montrer des aptitudes de tacticien et de stratège tout à fait remarquables, autant par la rapidité de ses décisions que par son à-propos, que par son évaluation de la situation, si bien que finalement il va souvent remporter ses victoires sur les Autrichiens, mais il va aussi souvent perdre contre les Autrichiens, et quand les Russes s'en mêleront, contre les Russes également. On pourrait penser que sous son règne, il meurt en 1786, la pensée militaire prussienne
va fleurir. Ce n'est pas le cas. Pour une raison très simple, c'est que Frédéric II est tout à fait opposé aux grands travaux de spéculation militaire. Lui seul a le droit d'émettre une pensée militaire cohérente dans des instructions secrètes à ses généraux, qui ne vont pas être secrètes bien longtemps, puisque les Autrichiens n'en parleront et vont les publier. Par conséquent, il ne veut pas de concurrence dans aucun domaine, sauf les domaines techniques. On peut écrire sur l'artillerie, on peut écrire sur le génie, on peut écrire sur la fortification, mais on ne peut pas aller plus loin. Dès qu'on entre dans le domaine de ce qu'on appelle à l'époque la grande tactique, c'est-à-dire en fait la stratégie, ou les grandes opérations, là, c'est un domaine qui est réservé au roi. À sa mort, on reprend les choses, on considère l'armée prussienne comme la grande armée victorieuse sur le champ de bataille européen. La Prusse a pu conserver la rapine de Frédéric II, c'est-à-dire la Silésie. On le voit comme le roi vainqueur, on voit la Prusse comme le pays vainqueur, avec une armée modèle. Mais très vite, les choses vont se brouiller dans la mesure où la pensée militaire qui domine à cette époque-là, c'est les Français. Vous avez en France une efflorescence extraordinaire d'auteurs militaires, Guibert, Feuquier, et surtout Folard d'un côté et Ménilhe-Durand de l'autre, avec une double opposition. Folard défendant, ça ne dépasse pas le champ de bataille, il y a de grandes stratégies, mais Folard défendant la colonne qui doit monter à l'attaque et briser les lignes ennemies, Ménilhe-Durand, au contraire, plaidant pour le développement de longues lignes d'infanterie afin de faciliter le déploiement du feu. Et vous avez là alors des luttes incroyables qui vont produire une énorme littérature militaire, comme disait très justement Couteau-Bégari, mon spécialiste de la stratégie française. Il disait qu'il y a deux catégories humaines qui ont écrit comme des fous, c'est les curés et c'est les militaires. Les curés parce que célibataires, ils ont du temps, donc ils écrivent pour se distraire, pour s'occuper, et les militaires qui prennent relativement tôt leur retraite et qui veulent se justifier, qui veulent dans leur mémoire raconter ce qu'ils ont fait, ou bien échafauder des systèmes stratégiques. Donc vous avez une marée littéraire française qui déferle sur l'Europe, avec au sommet le comte de Guibert, qui, à la fin du XVIIIe siècle, produit un essai assez prophétique, puisqu'il annonce des armées de masse qui vont être celles de la Révolution française, et qui annonce surtout l'homme providentiel et génial qui va les diriger, c'est-à-dire qu'il pressent Napoléon Bonaparte. Mais du côté prussien, donc rien de tel. Par contre, et ça c'est typique de la Prusse, une efflorescence de revues militaires. Vous avez des dizaines de revues militaires, très souvent éphémères, 1, 2, 3 numéros, puis elles périclitent, elles disparaissent. Certaines vont subsister. Donc d'un côté, en France, une énorme littérature livresque militaire, en Prusse, rien de tel, mais de très nombreuses études dans des journaux, dans de nombreuses revues. Des articles d'ailleurs qui sont très techniques sur l'artillerie, sur le génie, comment passer les ponts, comment retraiter, doit-on laisser des canons être pris par l'ennemi ou doit-on les détruire? Enfin, des choses extrêmement réduites et extrêmement restreintes. Puis arrive le grand chamboulement. Et le grand chamboulement, c'est la Révolution française qui va transformer les choses
dans la mesure où elle substitue aux armées professionnelles ou semi-professionnelles, comme en Prusse, professionnelles comme en Autriche, elle substitue l'armée de masse, l'armée des conscrits, l'armée des citoyens, et arrive ainsi à développer des armées d'une énorme importance. Les Prussiens sont naturellement extrêmement surpris par ce soulèvement des peuples, et dans la campagne qu'ils vont, à partir de 1792, qui vont entreprendre contre la France, eh bien, ils vont se heurter à cette résistance, ils vont se heurter à ce nouveau type de faire la guerre. Comme c'est des soldats relativement mal formés, il faut inventer pour eux des formes tactiques simplifiées. C'est-à-dire qu'on abandonne les lignes qui exigent une discipline absolue et une bonne dose d'exercice pour plutôt combattre, comme on dit alors, à la débandade, c'est-à-dire avec des tirailleurs ou avec des troupes en colonne plutôt, en colonne de compagnie, et qui sont évidemment moins stylés, moins structureux, mais qui sont, dit-on en tout cas, enflammés par l'enthousiasme patriotique et par l'enthousiasme révolutionnaire. C'est donc à ce type d'armée que les Prussiens vont être confrontés. Alors en Prusse, on est évidemment conscient du phénomène. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé à Valmy, on sait que le duc de Brunswick, qui commandait l'armée prussienne, a dû quitter la France, a dû retraiter, a dû se replier. Et par conséquent, on glose, on étudie ces armées de la Révolution française. On fait des réformes, mais extrêmement prudentes. On introduit des tirailleurs, on introduit des colonnes de compagnie, on essaie d'un peu briser l'ordre militaire parfait intronisé par Frédéric II. Donc on essaye, si vous voulez, d'assouplir le carcan tactique, mais sans vraiment arriver. Les réformes ne vont pas assez loin, tout simplement parce que l'armée prussienne continue à être une armée de mercenaires ou de semi-mercenaires, puisque d'une part vous avez un mercenariat, et vous avez en Suisse qui nous a laissé un témoignage saisissant sur le sort des mercenaires dans l'armée prussienne. C'est Uli Breker, le pauvre homme d'un Armemann von Toggenburg, le pauvre homme du Toggenburg, qui a été enrôlé de force dans l'armée prussienne, qui nous a laissé le récit de ces périodes forcées dans l'armée prussienne. Finalement, il arrive à déserter, à s'évader et à passer chez les Autrichiens. Et on voit bien que d'un côté, il y a cette armée qui est faite de recrutés de force, de mercenaires, qui n'ont aucun enthousiasme pour se battre, ou très peu, et c'est l'ambiguïté de l'armée prussienne, en même temps, ce qu'on appelle les cantonistes, c'est-à-dire des gens, des Prussiens eux-mêmes, de toutes les catégories sociales, c'est un peu le système suisse, là, qui servent pour certaines périodes dans l'armée et qui sont simplement des appelés nationaux. Donc vous voyez, l'armée prussienne à cette époque-là est une armée mixte, d'un côté mercenaire, de l'autre côté enfants du pays, mobilisés pour une certaine période. En général, c'est 7 ans, mais pas 7 ans continus, c'est 7 ans pendant lesquels on peut les appeler. Et à ce moment, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, vous avez deux figures qui vont apparaître en Prusse et qui vont fixer des nouvelles normes au point de vue de la réflexion tactique et stratégique. La première figure s'appelle Georg Heinrich von Behrenhorst. Il est un bâtard du prince de Anhalt-Dessau, qui avait été un des grands généraux de Frédéric II, un de ses fidèles les plus proches. Et ce
Bernhoft va faire en tant qu'aide de camp à toutes les campagnes avec Frédéric II. Mais ce qui le caractérise, c'est un esprit extrêmement indépendant. Ce qui le caractérise, c'est la haine radicale de Frédéric II et de son système. Donc vous voyez qu'il y a là une ambiguïté. Il sert Frédéric II, il le déteste, à tel point qu'à un moment il dit, il est juste derrière lui dans une bataille, s'il vient être tué, eh bien je pisserai sur son corps. La haine est radicale parce qu'il estime que Frédéric II est un boucher, il fait toutes ces grandes batailles, les plus terribles, comme Torgau, où il y a des dizaines de milliers de morts, et il n'accepte pas ce massacre. Et après la mort de Frédéric II, il prend sa retraite, mais devient un fonctionnaire de la cour important dans la principauté de Rheinland-Dessau, et il va écrire des considérations sur l'art de la guerre qu'il publie à la fin du XIXe siècle, qui vont être véritablement une bombe militaire, si vous voulez, dans la mesure où il s'oppose à tous les systèmes en disant la guerre est une chose irrationnelle, une chose qui est livrée au hasard, une chose qui échappe à tous les systèmes. Vouloir créer un système militaire, une doctrine militaire, c'est une aberration. Ce qui règne en maître, le dieu de la guerre, c'est ce qu'il appelle le Ungefähr, c'est-à-dire le hasard. Et ce hasard qui détruit tout, qui démolit les plus belles constructions, et qui fait en fait que pour lui, la guerre est un chaos. Et d'autant plus chaos qu'on est arrivé, il a toujours des expressions assez amusantes, on est arrivé à ce qu'il appelle à l'ère de la globular tactique, de la tactique globulaire, c'est-à-dire de la tactique des balles, des petits globes, qui fauchent, qui tuent, qui sèment le désordre, avec un corrélat qui est la poudre qui brouille le champ de bataille, qui rend la vision du commandant en chef presque impossible, et par conséquent, la guerre devient le lieu géométrique du désordre. Alors, il se rend bien compte que les guerres ne vont pas s'éteindre, mais simplement, il prône un système militaire extrêmement simplifié, des petites unités qui foncent les unes sur les autres, s'engagent avec brutalité, utilisent autant que possible l'arme blanche, parce qu'avec l'arme blanche, on sait ce qu'on a en main, tandis qu'avec le fusil, la poudre, on ne sait pas exactement est-ce qu'on a tué l'ennemi, est-ce qu'on l'a pas tué. La poudre empêche de savoir s'il est battu, s'il s'enfuit ou s'il contre-attaque. Donc des petites phalanges extrêmement réactives, mais en tout cas pour lui, le système militaire est condamné. Notez bien que cette théorie du hasard qui dirige la guerre, de l'aléatoire à la guerre, va être repris 100% par Tolstoï dans sa philosophie de la guerre, qu'il développe dans son grand roman La guerre et la paix. Pour Tolstoï, la guerre, la bataille est le fruit du hasard, et au fond, il n'y a pas de volonté du chef, parce que le hasard, l'aléatoire, est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est le côté pessimiste, si vous voulez. La guerre est une dérision hasardeuse. De l'autre côté, vous avez un autre personnage, un peu plus jeune que Bernhoft, qui est Adam Heinrich von Bülow, donc une de ces grandes familles prussiennes, Bülow. Il va avoir une carrière extrêmement aventureuse, puis très vite, il quitte l'armée, il est dans la cavalerie. Il a un petit problème pour un cavalier, c'est qu'il est allergique aux chevaux. Donc il ne peut pas rester dans la cavalerie. Il va donc s'engager d'abord en Hollande, où il va participer à la révolution hollandaise contre les Habsbourg, qui échouera d'ailleurs.
Il va ensuite devenir directeur d'une troupe de théâtre. Vous vous rendez compte, hein, un aristocrate de haut niveau qui devient directeur d'une troupe de balada, c'est presque inconcevable. Il va ensuite commencer à faire du commerce et se rendre avec son frère, qui lui deviendra plus tard feldmaréchal prussien. Il va se rendre avec son frère deux fois en Amérique pour faire du commerce. Finalement, il va échouer à Londres, où il va passer pas mal de temps en prison pour dette. Finalement, il est libéré, rentre en Prusse, il écrit beaucoup, des pamphlets politiques d'une violence extraordinaire. Dans l'un d'entre eux, il va jusqu'à accuser le tsar de Russie d'homosexualité, ce qui évidemment est incroyable. Tout ça va l'amener à l'arrestation et à la déportation à Riga, où en 1807, il va mourir de misère physiologique en prison. Mais il laisse un livre qui s'appelle L'Esprit de la guerre nouvelle, et ce qu'il publie vers 1805, dans laquelle il proclame son admiration pour Napoléon, son mépris de la Prusse, et dans laquelle il décide, alors vous voyez, l'antithèse totale de Bernhorst, il décrète qu'on peut réduire la guerre à des données géométriques. C'est-à-dire qu'il faut disposer les troupes selon certaines données géométriques afin que la victoire soit infaillible. Autrement dire, il faut former, si possible, des triangles qu'il appelle la base objective, et ces triangles doivent culminer dans une pointe subjective qui doit se porter vers l'ennemi, avec un angle bien donné. Et tout est réduit ainsi à des formules géométriques. La guerre est scientifisée. Donc, d'un côté, hasard, désordre, impossibilité de la guerre chez Bernhorst, et de l'autre côté, au contraire, géométrie, calcul, prévision, sécurité chez Bülow. Vous avez un personnage en France qui va reprendre les théories de Bülow. Il aura une grande influence en France, il sera traduit très vite en français. Bernhorst, par contre, ne sera jamais traduit. Et il va donc être repris en France, et vous avez un officier général français nommé Révéronique Saint-Cyr, qui est encore connu actuellement, non pas pour ses écrits militaires qui sont oubliés, mais parce qu'il a écrit des pièces de théâtre érotiques qui sont toujours constamment rééditées et même jouées. Et ce Révéronique de Saint-Cyr va encore plus loin que Bülow en décrétant que la guerre n'est qu'une mécanique. L'armée est une machine avec des rouages, le général est le ressort, les officiers sont des engrenages, etc. Et il suffit de mettre cette machine en marche pour qu'elle devienne imparable. Il y a évidemment là une vision très absurde de la guerre. Et entre ces deux pics absolument antagonistes, Bernhorst-Bülow, va apparaître troisième personnage qui lui domine toute la pensée, va dominer, ça ne viendra pas d'un seul coup, toute la pensée militaire occidentale et même orientale, puisque le général Jacques, le grand ennemi des Français au Vietnam, en Indochine, comme on disait, va s'inspirer de lui. J'ai nommé Karl von Clausewitz. Et avec Clausewitz, nous sommes au milieu. Clausewitz rejette les théories mécaniques géométriques de Bülow et rejette le désordre, le hasard
de Bergdorf en disant il y a une voie médiane. La guerre est certes faite d'aléas, de hasards, ce qu'il appelle les frictions, mais elle est aussi faite d'éléments rationnels qui sont concrétisés dans le chef, dans l'organisation de l'armée. En fait, l'armée n'est pas une machine ou n'est pas un fait du hasard, c'est un organisme vivant, fait de volonté, et surtout, il tient compte d'une chose dont tous les théoriciens militaires avant n'ont pas tenu compte, c'est que quand on est à la guerre, on est en tout cas comme en amour, on est deux, c'est-à-dire qu'on est soi-même et il y a l'ennemi. Tous les théoriciens militaires du XVIIIe siècle échafaudent leur théorie sans tenir compte des possibilités de l'ennemi. Tout d'un coup, avec Clausewitz, l'ennemi fait son apparition. Il est là, il est présent. Le meilleur modèle pour ce genre de théorie militaire sans ennemi, c'est le Vaudois Jomini, qui va être considéré comme le grand penseur stratégique dans la première moitié du XIXe siècle, avant d'être remplacé par Clausewitz, qui lui établit des formidables constructions sur des lignes d'opération, par exemple. Il montre comment elles se développent, comment il faut les développer, comment il faut les pratiquer, mais sans jamais tenir compte d'une possible réaction d'un ennemi. Il n'existe pas. Tout ça se passe dans un vide plus ou moins parfait. Et ce Clausewitz ne va pas s'affirmer très vite en Prusse. Il meurt en 1832. Son œuvre sera publiée par sa veuve. Il aura quelques fidèles, mais c'est surtout le Moltke, le grand Moltke, le vainqueur des Danois, puis des Autrichiens, puis des Français en 1864, 66 et 70, qui va vraiment le lire, l'imposer, le présenter à ses élèves, à ses subordonnés, en disant « lisez Clausewitz, la vérité est là ». Et alors, ce qui est étonnant dans Clausewitz, c'est qu'actuellement, ce sont non plus les militaires qui sont emparés de sa doctrine, de ses réflexions, mais ce sont des intellectuels, surtout français, en tête le premier, le Raymond Aron, le grand politologue, qui va consacrer 2 volumes à la fin de sa vie à Clausewitz, mais c'est des gens comme René Girard, c'est des gens comme Machiavelli, c'est des gens comme Filolenko qui vont réfléchir sur Clausewitz. Car comme dit Couto-Begari dans son monumental traité de stratégie, si on lit Jomini, le Vaudois Jomini, on comprend, et puis c'est fini. Il n'y a pas matière à réflexion. Si on lit, au contraire, Clausewitz, il y a dans ses formules, souvent complexes, il y a matière à réflexion, on y revient, on discute, on approfondit. La doctrine de la guerre de Clausewitz est évidemment extrêmement complexe. Elle est exprimée dans son ouvrage principal, Vom Krieg, de la guerre, qui n'est pas complet. Il n'est jamais arrivé à le terminer, il est mort avant. La spécificité de Clausewitz, c'est qu'il voit la guerre comme quelque chose d'organique, comme quelque chose de vivant, comme quelque chose de dialectique, ami-ennemi, comme un échange constant entre les deux, et avec, si vous voulez, 3 piliers. Le premier, alors ça c'est la formule rabâchée ad nauseam, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, où il va même plus loin puisqu'il dit la guerre est un élément de la politique, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce qu'il appelle les frictions,
c'est-à-dire le hasard. Vous voyez, là, il intègre une des données de Bernold, c'est les frictions, c'est-à-dire tous les impondérables qui brouillent le plus beau plan de bataille. Et Moltke disait plus tard, très justement, au premier coup de canon, le plus beau plan s'écroule. C'est-à-dire, dès qu'on entre en guerre, tout change, le plan n'est plus applicable. C'est l'initiative humaine, la volonté humaine qui entre en jeu. Et enfin, troisième élément, la trilogie Clausewitz, c'est la haine, qui est au niveau du peuple, qui se réfère aux guerres de libération contre Napoléon, où véritablement les troupes napoléoniennes en Prusse comme en Russie ont été haïes. C'est donc la dimension populaire de la guerre, c'est la haine. Et si vous voulez, pour avoir une idée, pour comparer Jomini à Clausewitz, imaginez une image de bataille peinte par Goya ou peinte par Rembrandt, ça serait Clausewitz, et une image de bataille peinte par un dessinateur de bande dessinée, comme Edgar Jacobs, dans Black et Mortimer. D'un côté, vous avez la profondeur, vous avez la réalité, vous avez la complexité, vous avez le clair-obscur. De l'autre côté, vous avez la platitude, non spontanée, souvent, de l'illustrateur de bande dessinée. Et alors, Clausewitz va faire pratiquement pas de disciples, mais à la suite des guerres napoléoniennes, sur lesquelles les Prussiens vont énormément réfléchir, et il est typique que la meilleure analyse tactico-stratégique des guerres de Napoléon, c'est un général prussien, Jörg von Wartenburg, qui l'a écrite dans les années 1880. Vous voyez, ils se sont complètement emparés du phénomène de Napoléon, ils l'ont étudié, et Clausewitz, évidemment, étudie de très près les campagnes napoléoniennes. Il ne le nomme jamais, il l'appelle toujours Bonaparte, ou bien, deux extrêmes, le dieu de la guerre. C'est les deux dimensions qu'il lui donne. Mais il hait copieusement Napoléon, mais il le comprend aussi en profondeur. Et cette volonté d'analyser Napoléon, enfin, les techniques de guerre de Napoléon conduisent Clausewitz à en partie échafauder sa théorie de la guerre. Mais pour lui, vous savez, il y a ce fameux adage, il dit la guerre, qu'est-ce que c'est que la guerre? La guerre est un caméléon. C'est-à-dire que la guerre peut prendre des formes absolument inédites, curieuses. On le voit actuellement à Gaza, on le voit où elle peut revenir, comme aux formes de 14-18 en Ukraine. C'est quelque chose d'extrêmement changeant, qui transforme, et il faut tenir compte de cette flexibilité biologique presque de la guerre. Donc, avec Clausewitz, nous ne sommes ni dans le relativisme bernardien, nous ne sommes ni dans l'absolutisme de Bulovien, mais nous sommes véritablement dans la réalité de la guerre. Clausewitz aussi, il faut le signaler, et c'est le livre auquel je suis en train de travailler actuellement, c'est Clausewitz a une attache toute particulière avec la Suisse. La Suisse occupe, personne ne s'en est aperçu jusqu'à maintenant, occupe une place centrale dans la pensée Clausewitz. D'abord, pour une première raison, c'est qu'il fait un séjour, il est aide de camp du prince Auguste de Prusse, qui est capturé à la bataille de Jena, là où l'ancienne Prusse s'écroule. Il est capturé avec Clausewitz, il est envoyé comme prisonnier sur parole en France, et ensuite on les envoie en Suisse, à Coppet, où ils sont abrités
à Coppet, dans le château de Madame de Staël. Et à partir de là, Clausewitz s'intéresse énormément à la Suisse, à la constitution militaire médiévale des armées suisses, aux victoires suisses contre les Bourguignons, etc. Il va voyager en Suisse, il va aller à Lausanne, il va aller à Genève, il va aller à Yverdon pour y rencontrer Pestalozzi, en se demandant si l'armée prussienne, qui est à refaire, elle n'existe plus à l'époque, elle était détruite en 1806 à Iéna, mais là, il prévoit qu'on va refaire l'armée prussienne, si on pouvait s'inspirer de méthodes pédagogiques pestalozziennes, et il en conclut que non, il en conclut que la pédagogie de Pestalozzi est beaucoup trop pesante, beaucoup trop dogmatique, on fait plutôt des têtes bien pleines, des têtes bien structurées. Donc il se détourne des théories pestalozziennes. En même temps, il lit Jean de Muller, l'historien de la Confédération suisse, il s'en imprègne, il n'a qu'un rêve, c'est d'aller en Suisse centrale, mais il ne pourra pas parce qu'au bout de 2 mois, il reçoit son passeport pour la Prusse et il peut rentrer à Berlin. Il va s'occuper de la Suisse à un niveau, déjà il est à ce moment-là chef d'état-major d'une armée prussienne, lorsque en 1814 les Autrichiens décident de faire passer une de leurs armées par la Suisse sous la direction du comte Bubna von Lititz, qui va occuper Genève ou qui va libérer Genève, comme vous voulez, lequel descendant du comte Bubna est ici dans mon bled, un de mes voisins. Clausewitz va intervenir en disant c'est une idée absolument absurde, ne touchez pas à la Suisse, laissez-la comme elle est, c'est une manœuvre périlleuse, absurde, inutile, mais il ne sera pas écouté. Mais jusqu'au bout, ses regards sont tournés vers la Suisse. Et alors, comment va-t-il être reçu en Suisse? Alors là aussi, il y a une chose très curieuse qui plaide un peu pour la pauvreté de la pensée militaire helvétique, c'est que tous les pays ont étudié l'influence que Clausewitz pouvait avoir eue sur leur pensée militaire. Le dernier en date, c'est le colonel Durieux, actuellement général, qui a écrit un monumental ouvrage de près de 1000 pages sur les influences Clausewitz et la France. Quelle a été la réception de Clausewitz en France? Alors on peut se demander quelle a été la réception de Clausewitz en Suisse. Elle a été très forte en Suisse alémanique par différents personnages qui sont tous des Allemands ultra-libéraux, pires, radicaux, et qui sont venus se réfugier à la suite de persécutions politiques, qui sont venus se réfugier en Suisse. Le premier étant le professeur Lobauer, qui est un franconien, qui va fonder une revue militaire, la revue militaire helvétique, dans lequel il va faire l'éloge de Clausewitz, la première fois en 1835, par la auto que Clausewitz apparaît en Suisse, et où d'ailleurs il va s'en prendre d'une manière très virulente au traité de tactique de Dufour, qu'il détruit pratiquement. Il y en a plusieurs autres, Hubel, qui va aussi donner dans son traité de tactique une présentation de l'œuvre de Clausewitz. Et enfin, le dernier, c'est Wilhelm Gustow, un pur Prussien, qui s'est aussi sauvé, réfugié à Zurich, qui va être un écrivain militaire immense, énorme, un grand travailleur, qui va écrire sur toutes les campagnes de son époque, à une rapidité confondante,
et qui va nous laisser une grande histoire de la pensée militaire où Clausewitz occupe une place éminente. Et comme Lobauer va être nommé professeur à l'école de Thun et en même temps professeur de sciences militaires dans la nouvelle université de Berne, il est clair qu'il va énormément parler à ses étudiants, à ses élèves militaires de Clausewitz. Par contre, en Suisse romande, le blocage est total, pour une raison très simple, c'est que, comme Clausewitz, dans ses écrits sur la campagne des Russie, etc., s'en est pris à Jomini, celui-ci lui voue une haine féroce. Écrivain un peu léger, distrayant, etc., donc il le démolit complètement. Et comme en Suisse romande, c'est Jomini qu'on lit, il y aurait une influence, et Jomini a un élève fatal qui est le colonel fédéral Lecomte. Et ce colonel Lecomte va s'en prendre alors directement à Clausewitz, qui qualifie d'auteur humoristique, il faut le faire, tout simplement parce qu'il a composé un ouvrage qui s'appelle des lettres humoristiques de Clausewitz au ciel à ses amis demeurés sur la terre, qui est l'ouvrage d'un saxon Pönitz, et le comte ne s'aperçoit pas que ce n'est pas de Clausewitz. Il croit que cet ouvrage humoristique est une œuvre de Clausewitz. Et le comte va poursuivre dans ses écrits de sa hargne Clausewitz jusqu'à sa mort, à la mort de Comte. Et par conséquent, il y a là une barre, un rideau, une fermeture complète. La Suisse romande restera, en dépit d'une traduction. Il est traduit, de la guerre est traduit dès 1850 en français par un major belge, Neuhaus, et très bien traduit. Par conséquent, l'accès est possible, mais Jomini, Lecomte ont fait barrage et il n'y a pas eu de pénétration de Clausewitz dans la pensée romande, pour tant qu'il y en ait eu, suisse romande. Il faudrait maintenant que je vous cite une infinité, il y en a des dizaines de penseurs militaires prussiens qui se développent à partir de 1815 jusqu'à 1830 dans tous les domaines. Je vais vous en citer deux parce qu'ils concernent directement Genève. Le premier, un nom un peu curieux, noblesse prussienne, mais noblesse récente, il s'appelle Hermann von Gunzhauge. Ce Gunzhauge se rend en 1829-1830 à Genève. On se concerne directement Genève. Et il visite la ville, il s'intéresse à l'histoire de la ville, il s'intéresse surtout à Adolf Pictet et le grand linguiste, un futur grand linguiste, et qui est en même temps le fils de Pictet de Rochemont. Et ce Pictet, on le sait ou on ne le sait pas, est un constructeur de fusées, et en même temps un des grands linguistes de son époque. Là, voilà. Et Pictet est en même temps le meilleur ami, de loin, le plus proche, de Guillaume-Henri Dufour, comme l'attestent les 190 lettres que Guillaume-Henri Dufour lui adresse et que j'ai publiées. Et Gunzhauge va voir Pictet. Probablement à ce moment-là, il a un premier contact avec le général Dufour. Et il va rentrer en Prusse, et dans une de ses innombrables revues militaires, une des principales, il va publier une longue étude sur, tenez-vous bien, l'escalade de Genève de 1600. Et il le dit lui-même, c'est la première fois que l'escalade fait son entrée en Allemagne, et je pense peut-être même en Europe. Et alors, il nous raconte très précisément l'escalade, les aspects militaires de l'escalade. L'étude est publiée avec des planches, un plan de Genève, une vue du fort de l'Écluse,
et une planche montrant les échelles, les pétards, les différents auxiliaires, si vous voulez, techniques de l'escalade. Il est donc le premier qui ouvre l'escalade, si vous voulez, sur l'Europe. Et plus tard, alors là, j'anticipe sur l'affaire de Neuchâtel, plus tard, dans son petit livre sur la campagne du Sonderbourg et l'affaire de Neuchâtel, Dufour dira qu'il a compris que ces plans qu'il avait échafaudés par rapport à une invasion prussienne de la Suisse étaient faux et qu'il l'avait appris par un officier prussien. Cet officier prussien, je l'ai identifié, c'est Ganshauge, parce que j'ai découvert que Ganshauge, qui était très fortuné d'ailleurs, et dont le musée militaire de Genevois, a quelques années, a fait l'acquisition d'un extraordinaire portrait que vous pouvez voir là-bas. Ce Ganshauge, c'est Ganshauge qui a rencontré Dufour, l'officier prussien, dont on se demandait qui c'était, c'est Ganshauge. J'y reviendrai encore dans un moment sur la campagne du Rhin. Et le deuxième, alors là, un total inconnu, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, on ferait bien à Genève, au moment où allègrement on débaptise les rues pour remplacer par des noms de dames plus ou moins intéressantes et plus ou moins honorables. On ferait bien lui consacrer une rue. C'est Henri Menu de Minutoli, ou Heinrich Menu von Minutoli. Son vrai nom est Menu, il est né à Genève en 1776, il est baptisé au temple de Saint-Gévreux. Il passe son enfance à Genève, au Petit Morillon, la propriété du Bocage. Ça se trouve à l'endroit où il y a actuellement l'école hôtelière. Et à 14 ans, il part pour la Prusse, recommandé par un oncle qui est officier prussien, et il va faire toute sa carrière militaire en Prusse. Et il a d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, et ce que Marc ne sait pas, il va avoir une relation directe avec Corfou, puisqu'il va en deuxième noces épouser Wolfragine von der Schulenburg, qui est la descendante directe du Schulenburg qui a défendu Corfou contre les Ottomans. Donc il est indirectement, si vous voulez, par la main gauche, apparenté à cette dynastie. Et ce Menus Minutoli va énormément écrire sur le plan militaire, va être un des fondateurs de la Société militaire prussienne en 1800, ami de Scharnhorst, le grand réformateur prussien, et de Gneisenau, et il va être surtout chargé, c'est un esprit universel, il va être chargé d'être le gouverneur, comme on disait, le précepteur du prince Karl de Prusse, il va s'occuper de lui pendant 10 ans, mais en même temps, il va faire une vaste carrière archéologique. Il domine le grec, le latin, l'hébreu, et à ce titre, il va être désigné en 1820 par le roi de Prusse pour une expédition en Égypte afin de rassembler le plus d'objets pharaoniques, afin d'ouvrir un musée égyptien à Berlin qui puisse concurrencer ceux de Turin, ceux de Paris, ceux de Londres. Et il va s'accomplir cette mission, il va pénétrer même jusqu'à Siva, dès 300 km au sud de la côte méditerranéenne, dans l'oasis. Il va faire des rafles énormes d'objets qu'il va embarquer sur 2 bateaux, un 20 caisses parviendront à Trieste et seront dirigés sur Berlin par voie de terre, et le 2e bateau fait le tour de la péninsule ibérique, remonte par la Manche jusqu'aux bouches de l'Elbe, et en 1821, il va être englouti dans une tempête. Et
90 caisses d'antiquités égyptiennes seront englouties et perdues jusqu'à aujourd'hui. Des recherches récentes ont permis de localiser l'endroit du naufrage, mais aucun des objets, des trésors, on peut dire, que contenait ce bateau n'ont été retrouvés, à part ceux qui, au moment du naufrage, ont été retrouvés, évacués par les flots sur la plage. Donc un échec terrible pour Menu, qui d'ailleurs n'avait jamais, il a devenir général de division, n'avait jamais perdu contact avec Genève. Il avait des correspondants à Genève, il a fait donc de manuscrits hiéroglyphiques à Genève également, et il s'est, après 1821, après son voyage en Égypte, il s'est installé pour 4 ans à Lausanne, dans la propriété de Bois de Vaux, du cimetière, qu'il a complètement transformé, et il paraît, je n'ai pas vu, qu'il y a encore quelques motifs égyptiens qu'il a gravés sur la façade de la propriété. Donc vous voyez deux personnes extrêmement actives dans le domaine de la pensée militaire. Je pourrais vous en citer 20, 30, 40, mais il me faudrait une nuit entière pour les présenter tous. J'en présente beaucoup dans mon bouquin. Si je vous présente le bouquin, c'est pas pour le vendre, tout simplement parce qu'il était épuisé, comme l'auteur d'ailleurs. Vous montrer 800 pages uniquement sur des penseurs militaires du 19e siècle. Il y a encore deux personnages, parce que vous me direz, Moltke, après les victoires éclatantes sur l'Autriche et sur la France, quel sera le développement? Alors le développement de cette pensée militaire prussienne si vivante, qui fait tant de place à l'organique, qui fait tant de place à l'initiative, à la liberté des chefs, à l'autodétermination, à la culture également. Je vous donne simplement un petit exemple pour le niveau de l'armée prussienne. En 1870, 35% des soldats britanniques sont illettrés, 20% des soldats français, 3% des soldats prussiens. Donc on a pu dire avec raison que c'est le maître d'école qui a forgé l'armée prussienne. Et après la guerre, il y a eu trop de triomphes. Et là, il n'y a rien de pire finalement pour une armée de gagner une guerre, parce qu'ensuite elle se sclérose, elle s'endort sur ses lauriers, et c'est ce qui va se produire en Prusse. D'un côté, vous avez un homme comme le comte Chiffre, qui va élaborer un plan, c'est-à-dire des sites de mémoire sur des années, comment venir, dans le cadre d'une guerre future, venir à bout de la France, et qui va finalement, avec ce système de plan, s'enfoncer dans un formalisme, et qui sera contrecarré par les Français lors de la bataille de la Marne en 14. Et vous avez un autre personnage qui s'appelle Colmar von der Goltz, et qui, lui, est un grand inquiet, un cassante, qui dit ces victoires ne vont pas nous réussir. Il a participé à la guerre de 66, il a participé à la guerre de 70, de 70, et comme chef d'état-major d'une armée. Et tout de suite après, il publie un livre qui lui vaut dans la disgrâce, qui s'appelle Léon Gambetta et ses armées, où il montre que les Français, le ressort français, n'était pas cassé, qu'il y avait une possibilité de battre encore l'armée prussienne, qu'il y avait une renaissance, que l'armée du peuple aurait pu parler. Livre qui va faire scandale, il sera très légèrement, très peu de temps, un peu mis dans une petite garnison, puis il sera rappelé et il finira maréchal. Mais toute sa vie, il va être obsédé par la sclérose de l'armée prussienne. Et son grand livre, il a une œuvre énorme, son grand livre s'appelle Von Rossbach bis Jena,
c'est-à-dire de Rospach à Iéna, la grande victoire de Frédéric II sur la France, Rospach, Iéna, la défaite infamante de la Prusse à Iéna, à Austerlitz, devant Napoléon. Et la peur, sa peur, c'est qu'un nouveau Iéna attend la Prusse dans une guerre future. C'est effectivement ce qui va se produire. Donc, vous voyez, une pensée vivante, multiple, confondante de richesse, avec une caractéristique de presque tous les officiers prussiens, c'est leur immense culture artistique, littéraire. Vous en avez qui sont peintres, beaucoup de musiciens, poètes, etc. Il n'y a jamais l'officier prussien uniquement cantonné dans une spécialité militaire. Il déborde toujours, le plus fameux étant le supérieur hiérarchique de Clausewitz, qui s'appelle Brûlé von Liechtenstein, qui lui était à la fois poète, peintre, arabisant, musicien, et qui donne bien l'idée de la richesse de cette pensée militaire prussienne, qui ne se cantonne pas seulement donc à la guerre, mais aussi aux arts, aux beaux-arts, etc. Donc un terrain de recherche immense, d'autant plus que les Allemands, un peu honteux de leur passé, sont en train d'un peu le redécouvrir maintenant, mais l'ont beaucoup négligé. Donc voilà, je pourrais continuer encore pendant quelques heures.